Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce jeudi, notre invité est Benoît Chamboncel. Il est délégué régional Bretagne et conseiller national territoire de progrès. Il est également correspondant Renaissance sur la circonscription de Saint-Malo, circonscription numéro 7. C'est important. Bonjour Benoît Chamboncel. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et merci d'être venu depuis Saint-Malo pour être au micro de Bretagne 5 ce matin. Quand on sait les difficultés de circulation, on vous admire. Merci infiniment d'être avec nous. On va parler donc de politique ce matin et on va commencer par l'énergie. Il y a quelques jours, Agnès Pannier-Runacher était l'invitée de nos confrères de CNews où elle s'est exprimée sur l'indépendance énergétique de la France. Elle a dit entre autres que ça relevait d'un mythe. Et pourtant, on avait cru comprendre que du temps du général de Gaulle, ça va nous ramener un peu loin, en tout cas pour les plus jeunes de nos auditeurs, on a cherché cette indépendance énergétique. Oui, on l'a cherché du temps du général de Gaulle, mais je crois que c'est un temps très long, le temps de l'énergie. Décider d'une indépendance grâce au nucléaire, par exemple, c'est 30 ans, 50 ans de délai. Donc, entre le moment où ça a été impulsé dans les années fin 60, début 70, à mon avis, c'est dans ces eaux-là, et le temps de la réalisation, il s'est écoulé quand même beaucoup de choses. En plus, il y a eu des interventions dans les années 90, 2000 de certains élus ou ministres qui ont freiné tout cela. Et d'ailleurs, ce sont les gens qui se plaignent maintenant que le parc nucléaire soit en train d'être rénové. Ça, on a de retard. En fait, on a de retard dans l'investissement sur le nucléaire. Oui. Ce qui m'amène à vous poser la question, est-ce qu'il faut relancer le nucléaire? Je crois que c'est la volonté du président de la République, alors qu'on parle aujourd'hui d'énergie décarbonée, même si le nucléaire en fait partie, et d'énergie verte, je prends le terme générique. Oui, il faut. D'ailleurs, on est dessus, puisqu'on travaille à la rénovation. Donc, c'est très long. Une centrale nucléaire, c'est énorme. Donc, c'est très long à rénover. Il ne faut pas perdre de temps. On en a perdu, à mon avis. Donc, il y a au moins 10 ans, depuis que le président est aux manettes, il a attaqué tout ça. Agnès Pannier-Runacher, donc c'était très intéressant sur CNews, j'ai vu l'interview l'autre jour, justement parlait de créer ce mix énergétique et il faut qu'on travaille dans ce sens. Voilà. Et on s'aperçoit qu'on est dépendant du gaz russe. Ce que disait la ministre, justement, le mix énergétique, pour l'instant, on a trop de gaz russe et de pétrole russe. Donc, depuis un embargo sur l'énergie russe, il faut trouver des solutions alternatives. Le nucléaire doit être une source principale de notre mix énergétique. Après, on a l'ENR qui se développe. D'ailleurs, lundi commençait l'examen à l'Assemblée nationale de la loi. Je pense qu'on est dans le bon sens, on va dans le bon sens. Voilà. Alors, l'énergie, ça nous amène à la précarité énergétique. Alors, on parlera tout à l'heure un peu plus largement de la précarité au niveau des Français parce qu'elle arrive à plusieurs niveaux. Mais la précarité énergétique, c'est aussi des logements et souvent pour les plus précaires, les familles les plus modestes, des logements mal isolés. On en a beaucoup parlé sur cette antenne, mais il y a un véritable problème à gérer à ce niveau-là. Et puis, il y a ces fameuses coupures d'électricité dont on nous dit qu'elle pourrait arriver au mois de janvier ou si la météo devenait un petit peu plus froide, c'est déjà un petit peu le cas en ce moment. Comment on en est arrivé là finalement? Alors, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a peur d'avoir des coupures. Bon, sauf que avoir peur, prévoir, c'est le but du politique, c'est de s'engager à long terme et éviter justement qu'il y ait des soucis. Par contre, les oppositions nous agitent ce chiffon rouge en disant on va couper. C'est pas du tout ce qu'on dit. On dit on est en train d'étudier la meilleure manière au cas où il y ait des coupures pour que ça soit ça se gère le mieux possible. Donc avec des solutions de délestage. Moi personnellement, j'ai chargé EcoWatt. Je sais pas si vous connaissez. Voilà cette application. L'application. Donc c'est une application qui est gratuite, qu'on peut télécharger et qui permet de connaître les gestes citoyens à avoir en cas de... donc vous avez 3 niveaux d'alerte. Vert, donc il n'y a pas d'alerte. Orange, ça vous dit qu'il faut que chacun mette du sien. Et rouge, c'est attention, risque de coupure. On va dire qu'il y aura coupure, c'est un risque. Donc Madame Pannier-Runacher disait justement dans l'interview que beaucoup de sociétés et des gros faiseurs se sont engagés, donc à partir des alertes orange, à eux-mêmes réduire en interne leur fonctionnement et leur consommation d'électricité ou d'énergie au sens large,
pour justement abaisser le seuil et éviter qu'il y ait ces délestages possibles. Délestage ne veut pas dire coupure, aussi, attention. Ça peut être une baisse de la tension. Complètement, ou à des moments où les gens ne sont pas chez eux, voilà. Avec un tas d'interrogations, c'est comment va fonctionner la France à ce moment-là. Alors, évidemment, il y aura des aspects prioritaires, on pense de toute évidence aux hôpitaux, aux services de secours ou aux services nécessaires à la sécurité. Mais par exemple, les feux rouges, ça c'est une grande interrogation de monsieur, madame, tout le monde. Comment je fais au feu rouge si le feu rouge est éteint? Il y a un code de la route, il y a une priorité à droite. Enfin, moi, je vois que malheureusement, pour aller souvent à Paris, tout ne fonctionne pas de manière idéale. Les feux peuvent être coupés, par exemple. C'est la priorité à droite. Donc on en revient, il y a des panneaux, on en revient au bon vieux code de la route. Mais on n'en est pas là du tout. Ouais, c'est ce que je vous disais en préambule. Je crois qu'il faut faire confiance. Et comme je vous disais tout à l'heure, agiter le chiffon rouge ne sert à rien. Donc, soyons solidaires. L'écologie, c'est quelque chose qui doit être transverse. Donc, les économies d'énergie, ça doit être pareil. Chacun, au quotidien, peut amener sa pierre à l'édifice. Et ça, j'y crois beaucoup. Voilà, donc, essayer en commun de limiter ce risque de coupure. Tout à fait. Alors, on nous reproche, on dit, on met la pression sur l'usager, c'est au gouvernement de faire. Non, le gouvernement fait... prévoit, encadre, et nous, à chacun, on peut amener notre part, donner notre part. Avec une situation inédite, justement, à propos de la production en énergie électrique, et là, ça nous ramène encore au nucléaire, ces réacteurs qui sont arrêtés, ils sont nombreux, même si quelques-uns ont repris depuis. Est-ce qu'il va falloir, alors je crois que c'était un peu aussi le raisonnement d'Emmanuel Macron, du président de la République, revoir complètement le parc nucléaire français, s'engager pour des dizaines d'années, presque 50 ans, au risque quand même d'avoir une fronde du côté des écologistes. Alors je crois que vous parlez d'écologie politique. Voilà, donc dans ce que je viens de dire, tout est dit en fait. Il y a l'écologie et l'écologie politique. Donc on s'aperçoit que le nucléaire est indispensable, enfin en tout cas moi je le défends, le gouvernement le défend. Le président dans son programme prévoyait la construction de mini-centrales. Je ne suis pas technicien nucléaire, donc je ne vais pas développer là-dessus, mais ça peut être du bon sens, peut-être d'avoir des projets plus proches des gens, une sorte de décentralisation de l'énergie, comme on peut le faire sur les bassins de vie avec des éoliennes au large, par exemple, qui alimentent un bassin de vie. On voit à Saint-Nazaire, on le voit dans la baie de Saint-Brieuc. Venant de Saint-Malo, j'ai passé le barrage tout à l'heure, et c'est pareil, le barrage de la Rance, qui avait été construit sous De Gaulle, justement, c'est un très bon exemple de construction et d'énergie qui peut se gérer au quotidien, au plus près des gens. On va parler de la précarité, plus largement. La précarité, aujourd'hui, elle touche beaucoup de familles en France. Des difficultés pour se loger, par exemple, ou des difficultés aussi pour se nourrir. Et ça va nous amener à cette guerre en Ukraine, cette guerre où les Russes font durer ce qu'on n'aurait pas imaginé en Europe il y a encore quelques mois, puisque tout ça a démarré le 24 février dernier. Est-ce que, justement, aujourd'hui, il va falloir penser plus européen, il va falloir penser plus largement aussi, peut-être mondial, tout en gardant une forme de, j'allais dire, local avec ce protectionnisme, on va en parler tout à l'heure de protectionnisme, cher aussi au président de la République. Comment faire pour, j'allais presque dire, jouer sur les deux tableaux, avoir ce côté mondialisé, mais ce côté protectionniste aussi? C'est du macronisme, c'est du en même temps. Voilà, le fameux en même temps. Donc on parlait de mix énergétique. On reproche au président de la République. Oui, mais on lui reproche, sauf que c'est du bon sens. C'est pour ça qu'il a été réélu, c'est le seul à avoir été réélu, justement. Donc il faut rappeler ça. Le président a été réélu sur un programme et il applique son programme. On discutait l'autre jour, je vous disais que moi j'aime bien les gens qui disent ce qu'ils vont faire et qui font ce qu'ils ont dit. Voilà. Bon. Et ça c'est le bon sens. Donc comme on peut parler de mix énergétique, et il faut parler de mix alimentaire. Nous sommes sur un territoire, la Bretagne, au sens large, très tourné vers l'agriculture et l'agroalimentaire. Je vois une écologie politique qui s'attaque à l'agroalimentaire. Je pense que c'est pas la bonne chose. Il faut produire dans des bonnes conditions. On est un des greniers du monde, la Bretagne. On nourrit, on exporte beaucoup. Voilà. Il faut aussi qu'on puisse faire de l'agriculture en local et distribuer de manière
locale avec des bons produits. Donc on peut avoir des productions différenciées, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être changer un peu le modèle agricole qu'on dit très polluant aujourd'hui. Il change déjà depuis des années. On a aidé vraiment à fond, alors déjà les anciens gouvernements, en tout cas le précédent, le passage au bio, sauf qu'on ne peut pas faire que du bio. Voilà, donc il faut aussi faire des bons produits. Moi, mon grand-père avait un jardin, il faisait pas de bio, mais c'était de l'agriculture raisonnée, une utilisation raisonnée. Enfin, c'est l'excès qui est négatif. On est bien d'accord. Voilà. Donc on a un territoire qui est fabuleux, la Bretagne. En ce moment, d'ailleurs, Loïc Chenet-Girard est au Japon. J'ai vu ce matin passer des messages avec Rollinger, le grand chef cancalais. Voilà, donc on a un savoir-faire, on peut exporter donc de la nourriture de qualité, de la nourriture appelée à peut-être surgelée, qui sera peut-être de moins bonne qualité, mais qui sera lié à un élevage ça sera plus naturel, plus naturel et exporté pour le plus grand monde. Il faut concilier les deux. Il y a eu un problème de spécialisation, c'est-à-dire que l'Ukraine, notamment, c'est le blé. Un autre pays, ça va être la moutarde. Un troisième, ça va être... Et ça a été quand même un échec, à mon avis. Donc on revient à une politique maintenant européenne. Alors si la guerre peut avoir un effet positif, le seul effet positif qu'il peut avoir, c'est que l'Europe, enfin Poutine pensait nous affaiblir, et au contraire, l'Europe n'a jamais été aussi forte, et on est en train de construire une Europe politique forte, et j'espère une Europe militaire aussi, et en tout cas une Europe de l'alimentaire, donc vous me le disiez dans la question, et en effet, on est capable, avec tous les pays européens, à avoir une force majeure, et travailler avec les États-Unis, c'était l'objet du... On a vu d'ailleurs... Moi, je suis bavard, il ne faut pas hésiter. Voilà, je vous coupe pour placer ma question. Voilà, pardon. Benoît Chamboncel, elle rejoint ce que vous dites, puisque on parlait du protectionnisme. Il y a une forme de protectionnisme aussi américain aujourd'hui face aux grands enjeux du monde. On pense aussi à la Chine, à l'Inde, à ces grands pays qui sont très agressifs au niveau commercial. Justement, Joe Biden a discuté avec le président de la République. On a vu que Emmanuel Macron a quand même fait passer cette idée que c'était bien d'avoir une forme de protectionnisme aux États-Unis, de développer l'emploi là-bas, mais qu'il fallait que ça se fasse de façon naturelle et pas au détriment de l'Europe et des pays qui composent l'Europe. Là aussi, on est dans le en même temps. Oui, mais c'est très bien. C'est-à-dire que les États-Unis sont un partenaire historique de la France et de l'Europe au sens large. Donc on doit travailler côte à côte, on doit être des partenaires. Donc ils souhaitent privilégier leur industrie pour redévelopper localement. L'idée du président, c'est de privilégier aussi l'Europe. Et les deux ne sont pas incompatibles. Vous parliez d'Europe de la défense tout à l'heure, l'Europe militaire. Alors on en parle beaucoup. Il y a des inquiétudes, ces inquiétudes européennes, elles étaient soulignées d'ailleurs par Roland Lescure, qui est ministre délégué chargé de l'industrie, qui était l'invité de nos confrères de France Inter dimanche, qui disait voilà, aujourd'hui Joe Biden a réalisé l'ampleur des inquiétudes européennes. Elles sont nombreuses ces inquiétudes. On a quand même malgré tout l'idée d'une Europe forte, mais divisée quand on voit la Pologne, la Hongrie, l'Italie, plus récemment, avec quand même des coups de canif dans cette Europe. Est-ce que là aussi, il va y avoir tout un travail au sein de l'Europe pour essayer de garantir et la pluralité en Europe, mais aussi une cohésion importante? Alors, vous parliez d'Europe divisée. Vous citez la Pologne, la Hongrie, pardon, pas la Bulgarie. Ce sont des pays où les dirigeants sont moins proches de nos valeurs. L'Italie, Madame Meloni elle-même a dit qu'elle n'avait aucun problème avec la France, par exemple. Voilà, donc on partage sûrement pas les mêmes valeurs, enfin en tout cas moi, après je ne m'engage pas pour les autres, mais on peut travailler ensemble, quand même. Nous sommes au sein d'un bassin de vie européen qui est inédit. Avec tous ces pays, on est une force, on peut être une force incontournable. On l'est de plus en plus. C'était la base du programme d'Emmanuel Macron en 2017, avec son fameux discours de la Sorbonne, qui était axé sur l'Europe, et qui est un fondement aussi de notre diplomatie européenne. Moi, je suis convaincu que l'Europe est l'avenir de la France. Et inversement, vous voyez ce que je veux dire. Et grâce au président, on a repris une place prépondérante
en Europe. Tout le monde se gossait en 2017. Quand on parlait d'Europe, à nos meetings, on avait les drapeaux européens, on était la risée et au final, le président avait bien raison. Le président qui discute aujourd'hui, on parlait, vous évoquiez la diplomatie, on parlait à l'instant de cette guerre menée par la Russie en Ukraine. Il continue à parler à Vladimir Poutine, le président de la République. Est-ce que c'est important de conserver, j'ai déjà posé cette question ici à quelques invités, est-ce que c'est important de conserver ce dialogue, si on peut parler de dialogue, en tout cas ce fil de discussion? Alors, je ne connais pas l'agenda du président, nous ne sommes pas intimes. Il dit qu'il parle, donc je le crois, voilà, et moi je trouve ça très bien. Je pense que rompre le dialogue n'amène pas à grand-chose. Personnellement, je suis commercial, hein, j'ai un métier en parallèle de la politique, et sans dialogue, on n'avance pas du tout. C'est ce qu'on fait là, d'ailleurs, on est en train de dialoguer. Je pense que c'est la base, c'est la base de toute chose. Europe militaire, on le voit là encore plus que jamais avec des inquiétudes. Hein, je réitère ma question sur cette Europe militaire. Est-ce qu'il est temps de passer à une défense européenne, par exemple? Je pense, oui. De toute façon, on voit qu'on a des synergies importantes entre Européens. On construit de plus en plus de matériel commun. Il y a des projets d'avions qui vont aboutir, visiblement, à un avion européen. Alors, dans le civil, on a fait Airbus. Les Allemands ont quand même choisi les avions américains pour leur défense. C'est le cas des Polonais aussi. Là aussi, il va falloir essayer d'avoir une forme de protectionnisme européen. Alors, moi, je serais pour. Après, légalement, est-ce que c'est possible? Je n'en suis pas certain. Alors là, ça va au-delà. Là, c'est un patriotisme économique et un patriotisme militaire européen. Donc savoir si on peut à chaque fois avoir une préférence sur le matériel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on construit le matériel ensemble, on est sûr qu'il sera dans tous les pays. Donc je pense que c'est une bonne démarche aussi. C'est intéressant, et c'est intéressant pour l'économie européenne aussi, sachant qu'on a aussi des sous-traitants peut-être à l'étranger avec des composants, on n'en a pas parlé, mais on est aussi dépendant. Aujourd'hui, on est dépendant des composants. Hein, voilà, donc il faut relocaliser, comme on le parlait dans le domaine de l'énergie, ça va être dur de relocaliser certaines choses, mais on peut produire grâce au nucléaire. Dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'agriculture, on a les moyens de le faire chez nous. L'armement, on est producteur d'armement. Il y a beaucoup de domaines où la France est dans le domaine de l'excellence. Donc, j'entends parler de tiers-mondisation. Justement, l'autre jour, Mme Ferrari parlait en interviewant Mme Morin-Naché, notre ministre, parlait de tiers-mondisation de la France. Mais c'est pas possible. Au-delà, on est le fer de lance avec l'Allemagne, notre partenaire aussi historique. On est le fer de lance de l'Europe. Il faut continuer dans ce sens, c'est très bien. Alors, on va parler de tiers-mondisation, hein, le mot est fort, mais il y a une précarité, j'y reviens en France, avec beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas arriver à vivre aujourd'hui. Il y a des aides du gouvernement, on parle aussi beaucoup de l'emploi, alors des emplois qui ne sont pas pourvus, et d'une forme de sévérité d'Olivier Dussopt qui s'est exprimé lui aussi autour du chômage, autour de cette réforme qui fait quand même beaucoup de vagues, en disant que le plein emploi est la plus grande politique de solidarité, d'émancipation qui soit. Alors c'est pas partagé par tout le monde, mais ce qu'il est important aussi de faire montre en tout cas de grandes explications autour de cette réforme du chômage qui est mal perçue et qui engendre aussi beaucoup de formes de violence. On a vu beaucoup d'agents de Pôle emploi qui ont été pris un peu à partir par rapport à cette réforme. Donc on parlait de la bénéfice de la discussion et du dialogue. Olivier Dussopt, que je connais bien, c'est le président de mon parti, Territoire de Progrès, depuis le début, a dit ce qu'il allait faire et fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Voilà. Donc il y a eu des consultations multiples et toutes les semaines, oui, je pense hebdomadaires, avec tous les syndicats, toutes les parties prenantes. Il y a une volonté en parallèle de cette réforme des retraites qui a été annoncée par Emmanuel Macron dans son programme pour lequel il a été réélu, hein, je la refais, mais c'est bien de le redire. Deux réformes qui sont... Voilà, il y a une réforme donc la maison de travail, hein, de Pôle emploi, en parallèle de la réforme des retraites. Il faut savoir que le système de retraite par répartition, c'est de la solidarité. Donc, il y a un moment, on a de plus en plus, les gens vivent de plus en plus vieux, ça c'est très bien. On passe à peu près 20 ans, 22 ans en moyenne, homme-femme, hein, moyenne, à la retraite.
tout ça, il faut le financer. Comment on le finance? En n'ayant pas encore le plein emploi, c'est pour ça qu'Olivier Dussopt parlait du plein emploi qui est le meilleur moyen de solidarité. À l'horizon 2027 Alors on parle de ça, oui, à la fin du quinquennat, en gros, c'est ça. Hein. Donc être en dessous des 5% à peu près et voilà, donc si on enlève actuellement les emplois non pourvus, c'est absolument incroyable, quoi, le nombre d'emplois qui sont... Donc on travaille aussi sur une réforme aussi de la formation. Continuer de travailler sur la réforme de l'apprentissage, ça a déjà été initié dans le précédent quinquennat avec succès. Il y a eu plus de 800 000, c'est énorme, 800 000 apprentis. C'est absolument, ça ne s'est jamais fait. Et là c'est pareil, c'est très bon. On sait qu'un apprenti, allez, alors j'ai pas les chiffres exacts, je vais pas dire de bêtises, mais quasiment à chaque fois est embauché dans la boîte dans laquelle il est apprenti. En tout cas c'est le cas pour l'alternance, qui est aussi une voie d'excellence. Donc tout ça va dans le bon sens, mais on rattrape des années d'inaction. Et ce sont les gens qui critiquent actuellement les réformes qu'on fait, qui n'ont pas fait le job en amont. Donc nous, on a les mains dans le cambouis, on fait le job. Alors oui, ça peut déplaire à certains, mais les résultats sont là. Et donc il faut être confiant. Moi, bien sûr, je suis pour, mais je suis pas un béni oui-oui non plus. Le travail est fait, il y a des points d'étape qui sont respectés, et pour revenir à Olivier Dussopt, il est à l'écoute, il a consulté, la première ministre, Madame Borne, a consulté également, donc à partir du 15 décembre, je crois, on va commencer à avoir les annonces sur tout ce projet de loi et sur cette réforme, et c'est une réforme structurante qui nous permet de garantir qu'on aura des... Alors, les gens qui se plaignent ne disent pas que l'idée aussi, c'est d'avoir une retraite minimale à 1100, voire 1200 euros. Donc tout ça va dans le bon sens par rapport à votre question sur la précarité. Voilà, il y a des commerçantes qui se retrouvaient quasiment sans rien. Enfin, voilà, il y a des situations graves. Donc tout ça va dans le bon sens, à mon avis. Alors avec aussi un petit bémol, beaucoup d'utilisation du 49.3, ça a été assez critiqué. Alors bémol, non. Pourquoi bémol? C'est dans la Constitution. Soit on n'est pas dans la Constitution, et là c'est un gros bémol, soit on est dans la Constitution, et pour moi c'est pas un bémol. C'est peut-être le nombre de fois. Oui, voilà, mais on est loin des 56 fois sous Rocard. Donc voilà, et pourtant moi je suis un fan de Michel Rocard. Donc l'idée est que d'un côté, donc il y avait la niche parlementaire et les filles l'autre jour, les insoumis se sont plaints d'avoir une bordée d'amendements qui retardaient. À l'inverse, eux, dès qu'on sort un amendement, donc ça a été le cas notamment, je crois, déjà sur la retraite, où ils avaient fait 5000 amendements. Il y avait un nombre considérable. Voilà. Et Mme Panot annonce qu'ils sont 75, donc elle sous-tend qu'il y aura 75 000 amendements. À un moment, c'est du blocage pur et dur. Donc ça, on bloque le processus législatif. Donc, pour moi, ça, c'est un gros bémol. C'est-à-dire qu'on fait fi, sans faire le jeu de mots avec les filles, mais quand même, des Français qui ont élu un président, donc une majorité, certes relative, mais laissons-nous... Enfin, il faut qu'on puisse bosser. Donc, il y a des amendements, les gens sont entendus, chacun peut s'exprimer, mais s'il y a trop de blocage, c'est vrai que le 49.3 est là pour permettre de faire passer les lois. On va parler un petit peu de la Bretagne. Il nous reste 3 minutes, me faisait signe notre réalisateur. Déjà, ça va très vite le matin sur l'antenne de Bretagne 5. Aujourd'hui, on a une région, la Bretagne, qui se porte plutôt assez bien, région assez forte, à forte identité culturelle, une région qui défend ses intérêts. Alors, on a beaucoup de choses, l'agroalimentaire, la culture évidemment, et tant d'autres choses, le tourisme. Et pourtant, c'est une région qui n'est pas forcément une région très riche. C'est une région aussi qui a... Alors, je ne vais pas parler d'instabilité politique. Elle est stable politiquement, mais la majorité est faible aussi. On retrouve un petit peu ce qu'on a au Parlement au niveau français, avec une majorité faible de Loïc Chenet-Girard, qui est le président de la région Bretagne, je le dis pour nos auditeurs lointains, qui a rendu sa carte au PS et dont on dit que, bien voilà, il se rapproche un petit peu de Renaissance. Alors, je ne vais pas vous demander un scoop ce matin, c'est pas le but du jeu, mais on l'a vu sur quelques photos avec Jean-Yves Le Drian, promouvoir la Bretagne, justement, au Japon ces derniers jours. Est-ce que justement il faut là aussi pour la Bretagne réunir une majorité, j'allais dire plus large et plus stable?
Alors, je ne veux pas parler à la place de Loïc Chenet-Girard. Non, je ne suis pas mandaté pour. Il est le bienvenu au micro de Bretagne 5 quand il veut. Voilà. Après que Jean-Yves Le Drian soit avec lui au Japon, c'est pas étonnant non plus. Hein, voilà. Jean-Yves Le Drian a été notre ministre aussi des Affaires étrangères, a beaucoup œuvré aussi pour la Bretagne à l'étranger, hein, bien évidemment, la fameuse mafia bretonne, hein, même le pape est au courant. Au-delà de ça, qui est un possible rapprochement avec, donc c'est pas Renaissance, mais nous la Bretagne. Nous la Bretagne. Donc, dans nous la Bretagne, justement, c'est très macroniste. Il y a des composantes diverses et même des gens qui ne sont pas encartés. Voilà, donc, c'est la liste de Thierry Bourleau à laquelle j'ai eu la chance d'appartenir et de participer. Il est possible qu'il y ait des discussions sur des dossiers. Ça donnerait des dossiers sur lesquels le groupe a voté, d'autres où il n'a pas voté, avec la majorité de Loïc Chenet-Girard. Ça peut donner une meilleure majorité, une plus grande stabilité, justement, pour traiter à terme les grands dossiers. Sûrement, mais je ne peux pas ni parler au nom de nous la Bretagne, ni à la place de Loïc Chenet-Girard. Que les gens se parlent, encore une fois, ça revient à ce qu'on se dit depuis le départ, il y a un fil conducteur. Moi, je suis pour le dialogue et je pense que les gens... alors, personnellement, je vais vous donner un avis très personnel, on travaille sur un socle de valeurs. Voilà, donc si les valeurs sont communes, qu'en plus on fait Bretagne ensemble, quand même, à le dire Jean-Yves Le Drian, faire Bretagne ensemble, ça va dans le bon sens. Voilà. Mais je ne préjuge pas d'accords ou de choses politiques que je ne connais pas. Non, ce n'était pas le sens de ma question. Voilà. Hein, c'était plus sur la majorité. Mais je pense qu'une discussion, c'est bien. Et si ça fait avancer la Bretagne, c'est très bien. Il y a un grand sujet en Bretagne. Et là, il nous reste 1 minute pour en parler. Ce grand sujet, c'est la réunification. Alors, je vais être très franc. Quand est-ce qu'on sera réunifié? Quand est-ce que la Bretagne retrouvera Nantes? Alors, si je le savais, ça veut dire que je suis capable aussi de connaître d'avance les numéros du loto, ou ce genre de choses. Il faut qu'on ait une conversation en antenne. Voilà. Donc, je n'en suis pas là. Je pense que, pour l'instant, ce sont plus les Bretons administratifs, on va dire, qu'ils souhaitent que la Bretagne historique, donc avec le 44, pour ce que j'ai vu, même s'il y a eu des sondages sur le 44 qui allaient dans ce sens, il faut se rendre compte aussi qu'il y a des velléités, en tout cas culturelles. Il y a beaucoup d'associations culturelles dans le 44 bretonnes. Ça va dans le bon sens. Je pense que l'identité régionale, elle se joue là-dessus, sur la culture et la langue. Et on va devoir s'arrêter là, Benoît Chamboncel, et vous reviendrez, voilà, parce qu'on prolongera évidemment la conversation. Je rappelle que vous êtes délégué régional Bretagne et conseiller national territoire de progrès, correspondant Renaissance sur la circonscription de Saint-Malo, circonscription numéro 7. On va pas faire de jaloux avec les Dinardais et les autres. Voilà, c'est important, ils sont nombreux à nous écouter le matin, à être très attentifs. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Je vous souhaite une très belle journée. À vous de même, merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.